500 soient exécutés, et son fils Elliot, d'humeur joviale, avait fait part de son espoir d'en voir des centaines de milliers abattus au cours des combats. Oncle Joe, rose de plaisir, s'était alors levé pour embrasser Elliot Roosevelt. À travers cette suggestion, M. Roosevelt souhaitait ennuyer M. Churchill, qu'il en était apparemment venu à considérer comme un ennemi en 1945 à Téhéran. Il avait dit à son fils Elliot: le problème est que le Premier ministre pense trop à l'après-guerre et à la position que l'Angleterre y occupera. Il a peur de laisser les Russes devenir trop puissants, et il clarifia cela auprès de Staline en lui disant qu'il allait maintenant lui faire part d'une indiscrétion, car il ne souhaitait pas en parler devant le Premier ministre Churchill. Parmi les choses qui ne furent pas dites en face, M. Churchill figurait celle-ci. Le président a dit qu'il pensait que les armées se rapprochaient suffisamment pour prendre contact, et il espérait que le général Eisenhower pourrait communiquer directement avec le commandement soviétique plutôt que par l'intermédiaire des chefs d'état-major à Londres et à Washington, comme cela fut fait dans le passé, 4 février 1945. Ceci explique le sort de Vienne, Berlin et Prague. En mars, avril et mai, le général Eisenhower, dans les messages qu'il envoyait comme convenu directement à Moscou, ce dont M. Churchill s'était plaint, proposait son plan de progression et acceptait d'arrêter les forces alliées à l'ouest de ses capitales. Staline ne réitéra pas sa proposition de faire exécuter 50 000 Allemands. Les enregistrements de Yalta suggèrent qu'il montra quelques réserves à l'égard des propositions que lui fit Roosevelt en privé et qui incluait la proposition d'abandon de Hong Kong par les Britanniques. L'image qui apparaît de lui dans ses archives est celle d'un homme plus digne et pour tout dire au moins plus scrupuleux que le président. Les explications pourraient être d'une part que la déclaration de M. Roosevelt était tellement froide et cynique qu'elle produisit un sentiment de dégoût chez les lecteurs. D'autre part, même Staline hésita peut-être à croire que le président américain irait aussi loin qu'il le prétendait en soutenant l'expansion soviétique et suspectait peut-être un piège, de sorte qu'il fit alors preuve de plus de réserve que l'accoutumée. Dans tous les cas, celui qui fut exécuté des millions de personnes apparaît dans ces documents spécifiques plutôt moins repoussant que son invité. Le test ultime de l'honneur occidental à Yalta concernait le traitement de la Pologne. L'invasion de la Pologne par l'association des États soviétiques et nazis avait déclenché la Seconde Guerre. Clairement, il s'agissait du pays principalement visé par la déclaration de M. Roosevelt et M. Churchill en 1941, la Charte de l'Atlantique, comme quoi droit souverain et gouvernement indépendant doit être rendu à tout peuple qui en aurait été privé par la force. Pendant la conférence de Yalta, alors que la guerre en Europe allait encore durer 10 semaines, la Pologne avait en fait été offerte à la Révolution. Cela apparaissait implicitement dans les fuites polonais de Varsovie et aussi explicitement que possible dans l'ordre donné par Roosevelt au général Eisenhower de subordonner son plan de déploiement aux souhaits soviétiques. Cela signifiait que la Pologne ainsi que tous les pays européens situés à l'est et au sud-est de Berlin seraient en fait annexés par les soviétiques ou bien inclus dans les territoires de la Révolution. Bien que M. Churchill n'ait pas abandonné le dernier espoir de l'éviter, l'imminence de cette annexion était patente à Yalta, et la déchéance finale de l'Ouest réside dans l'acceptation de cet événement, même par M. Churchill à la fin, car c'était bien une acceptation, l'affirmation que seule la moitié du territoire polonais serait cédé aux soviétiques, que la Pologne recevrait une compensation, une partie de l'Allemagne, et que les élections libres seraient organisées dans l'État ainsi constitué, était un prétexte obscène alors que tout le monde savait que la totalité de la Pologne et la moitié de l'Allemagne que la Pologne devait recevoir en compensation allait passer de l'esclavage nazi à l'esclavage communiste et que les armées alliées allaient être neutralisées afin de permettre l'exécution de ce plan. Ainsi, lorsque M. Roosevelt demanda l'autorisation de s'occuper de la Pologne, ils avaient abandonné les nobles principes de la Charte de l'Atlantique. Il commença par affirmer qu'il y a 6 ou 7 millions de Polonais aux États-Unis, suggérant donc que pour lui,
Le seul problème était celui des votes relatifs aux élections américaines et non pas celui de la Pologne. Et il proposa ensuite l'amputation de la Pologne au niveau de la ligne de Curzon, ajoutant la curieuse remarque comme quoi la plupart des Polonais, comme les Chinois, veulent sauver la face. De nombreux témoins à l'époque remarquèrent qu'ils étaient parfois incohérents, et il n'expliqua pas en quoi la perte d'une partie de leur territoire permettrait aux Polonais de sauver la face. M. Roosevelt avait été bien préparé en vue de cette proposition. M. Edward Stettinius, qui était théoriquement son secrétaire d'État à l'époque, mais qui ne semble pas avoir joué de rôle dans l'élaboration de la politique suivie, raconte que le président me demanda de trouver un avocat pour le conseil au sujet de la rédaction de sa déclaration relative à la frontière polonaise. Je contactai Alger Is. M. Churchill se retrouva seul à émettre les dernières protestations arguant des principes et des objectifs initiaux de la Seconde Guerre mondiale. Ouvrez les guillemets, c'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en guerre contre l'Allemagne, pour que la Pologne redevienne libre et souveraine. Chacun sait ce que cela nous a rapporté. Mal préparés comme nous l'étions, nous y avons presque perdu notre nation. La Grande-Bretagne n'avait aucun intérêt matériel en Pologne. Son seul intérêt est celui de l'honneur, parce que nous nous sommes élevés contre la brutale attaque menée par Hitler, Jacob, Rothschild en Pologne. Je ne pourrai jamais être satisfait d'une solution qui ne ferait pas de la Pologne un État libre et indépendant, puisque plus tard, lorsque la pression exercée par M. Roosevelt et Staline se révéla trop forte pour lui, ouvrez les guillemets, l'histoire retiendrait que les gouvernements britanniques a totalement cédé le sujet des frontières, a accepté le point de vue soviétique et l'a soutenu. La Grande-Bretagne serait accusée d'avoir abandonné la cause polonaise, mais finalement il signa, et ensuite les troupes polonaises, les premières qui combattirent Hitler, restèrent à porter le deuil dans leur caserne pendant que la grande célébration de la victoire retentissait à Londres. Ainsi fut achevée l'œuvre, et en lieu et place de la liberté d'expression et de culte, de la liberté de moyens et de paix, les peuples d'Europe de l'Est furent abandonnés à la police secrète et au régime carcéral qu'Hitler avait initialement mis en place suite à la demande de l'incendie de Reichstag. Il semble que rien de pire ne pouvait arriver, et pourtant une abomination encore plus grande fut réalisée, selon le protocole de la réparation allemande. Le processus de base de territoire soviétique, c'est-à-dire l'esclavage des travailleurs, fut approuvé et étendu au territoire conquis, puisque ce document autorisait les trois gouvernements à obtenir réparation de l'Allemagne sous la forme d'utilisation de la main-d'œuvre allemande. Dans le cadre de certains accords complémentaires, les alliés occidentaux convinrent de considérer tous les prisonniers russes comme déserteurs, devant être reconduits vers l'État soviétique. Sur le papier, sur les choses là, semblent très dignes. Leurs conséquences sur les êtres humains apparaissent dans ces mots du révérend James Chuter, un aumônier de l'armée britannique et l'un des 4000 prisonniers d'un camp de prisonniers de guerre allemande démantelés qui rejoignirent les Alliés en progression en 1945. Le long de la rive est de la Mulde, un grand nombre de gens vivaient dans des camps. C'était la fin du voyage pour des dizaines de milliers de réfugiés. La Mulde était la limite convenue où les Américains s'arrêtèrent et jusqu'à laquelle les Russes devaient avancer. Les Américains ne laissaient personne traverser la rivière, à l'exception du personnel militaire allemand et des prisonniers de guerre alliés. De temps en temps, quelques âmes désespérées se jetaient dans les flots, tentant en vain d'échapper à la furie insoupçonnée accompagnant l'arrivée des Russes. C'était afin de prévenir et de décourager de tels incidents que les Slaves occasionnels des mitrailleuses américaines positionnées sur la rive ouest se faisaient entendre, sonnant de la plus effrayante des manières comme un avertissement à tous ceux qui songeraient à traverser la limite de la rivière. Telle fut l'issue de la guerre mondiale,
et l'accord qui conclut le tout dans lequel Staline fut ajouté aux deux signataires de la Charte de l'Atlantique de 1941, précisait par cette déclaration: nous réaffirmons notre foi dans les principes de la Charte de l'Atlantique. Ainsi se termina la conférence de Yalta, à l'exception d'un détail important. Au cours d'une dernière rencontre en aparté avec le président Roosevelt et Staline, juste avant le départ du président pour sa visite du roi Ibn Saoud, Staline déclara que le problème juif était compliqué, qu'ils avaient essayé d'établir un foyer national pour les juifs de Biro-Binzan, mais qu'il n'était resté que 2 ou 3 ans avant de s'éparpiller dans les grandes villes. Alors le président Roosevelt, avec les manières d'un membre d'un club exclusif qui serait sûr que son hôte en fait également partie, déclare qu'il était sioniste et demanda au marshal Staline s'il l'était aussi. Cet échange générait chez les lecteurs le sentiment de deux hommes appréhendant finalement le cœur du sujet. Staline répondit qu'il était dans les principes, mais il en reconnut la difficulté. Dans cet échange, le voleur de banque géorgien sonne plus comme un homme d'État et parle encore plus prudemment que tout leader occidental au cours des 40 dernières années. Aucun d'entre eux n'ayant admis l'existence d'une quelconque difficulté, M. Churchill avait l'habitude de dénoncer toute mention d'une difficulté comme étant anti-juif et antisémite. Il ne s'agissait pas de la totalité de la conversation à ce sujet, bien que ce soit tout ce que révèle l'enregistrement officiel. Le même jour, le dernier sur la totalité de la conférence, Staline demanda à Roosevelt s'il entendait faire aucune concession au roi Ibn Saoud, et le président répondit qu'il n'y avait qu'une concession qu'il pensait pouvoir proposer, et qu'elle constituait à lui, Ibn Saoud, donner les 6 millions de juifs des États-Unis. Cette dernière citation est authentique, mais elle fut retirée de l'enregistrement officiel. Toutes les déclarations ci-dessus, à l'exception d'une seule, sont issues de l'ouvrage officiel sur conférence at Malta and Yalta 1945, publié par le département d'État américain le 16 mars 1955. Le lendemain matin, les journaux en firent leurs grands titres, parmi lesquels celui de Montréal Start est typique. Les capitales du monde sont obstruées, choquées par les révélations des secrets de Yalta. C'était une absurdité en 1955. La population était déjà devenue insensible à ce sujet, ayant été menée par le contrôle de la presse à l'état de confusion impotente prédit dans le protocole de 1905. D'un point de vue historique, le contenu de ces documents relatifs à Yalta est suffisamment accablant. Pourtant, ils ne sont pas complets, l'essentiel a été retiré. J'en ai donné un exemple. Il s'agissait probablement des informations les plus choquantes. En mai 1953, sous la pression du Sénat des États-Unis, le département d'État américain s'engagea dans la publication avant juin de 1956 de la version exhaustive de chacune des 12 conférences ayant eu lieu pendant la guerre en mai 1956. Seule la version censurée de Yalta avait été publiée. Le Dr Donald M. Dozer et M. Britton Baron, deux dirigeants du département d'État en charge de la préparation de la publication, insistèrent sur une publication rapide et exhaustive et furent respectivement licenciés et mis à la retraite depuis 1956, en ce totale contradiction avec la déclaration du président Eisenhower faite en avril 1955. Je pense que le fait de conserver en quelques documents de guerre dans le secret, même s'il inclut certaines de mes erreurs, révèle de la folie. Toute information doit être rendue publique afin que le peuple des États-Unis puisse apprendre des erreurs du passé et puisse prendre des décisions aujourd'hui. Avant sa retraite, M. Baron fut l'objet d'exténuantes sessions de lavage de cerveau afin de s'assurer de son consentement concernant l'effacement de documents importants, et informa sa hiérarchie que le recueil qu'il s'apprêtait à publier serait une version modifiée, incomplète et fortement censurée, tendant à protéger les gouvernements précédents et à induire le peuple américain en erreur. Ce récit relatif aux documents de Yalta démontre que 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir était toujours entre les mains du groupe occulte qui, durant la guerre,
avait été capable de détourner les ressources des opérations militaires et des décisions politiques dans l'objectif d'étendre la révolution. Il était encore en mesure de contrôler les initiatives publiques prises par les présidents et de contrarier la volonté du Congrès. Il tenait toujours les rênes. Cela signifiait que le noyautage du gouvernement américain et de ses départements par des agents de la Révolution qui commença en 1933 pendant le premier mandat de M. Roosevelt n'était pas terminé en 1955, et ce malgré de nombreuses révélations. Cela signifie aussi que, comme cela fut déjà le cas, la dynamique américaine dans l'éventualité d'une troisième guerre pourrait être détournée de la même manière que précédemment afin de promouvoir le projet hégémonique d'une société mondiale communisante, la troisième étape dans le processus de Lénine. Une fois de plus, les peuples impliqués se battraient pour atteindre des objectifs diamétralement opposés aux causes qui leur seraient présentées à l'occasion d'un quelconque nouveau Pearl Harbor. Ce sabotage de l'Occident n'était pas restreint aux États-Unis et touchait l'intégralité du monde occidental, et ce chapitre ne traite que du cas américain, parce que, étant donné la situation actuelle, la force et la richesse de l'Amérique sont si grandes que leur utilisation à bon ou à un mauvais escient détermineront probablement les résultats. Une situation similaire existait dans le pays, la Grande-Bretagne, à partir duquel s'étaient originellement développées les grandes nations outre-mer, et parmi elles, dans les deux plus grandes, le Canada et l'Australie. La première révélation eut lieu au Canada immédiatement après la fin de la guerre, et c'est la seule affaire parmi 4 pour laquelle une enquête gouvernementale complète et une communication totale du rapport auprès du public eurent lieu. Elle permit aussi d'entraîner toutes les révélations ultérieures qui touchèrent l'Amérique, l'Australie et la Grande-Bretagne. Un Russe, au risque de sa vie, fit part au gouvernement canadien du réseau d'infiltration et d'espionnage gouvernemental dont l'ambassade soviétique à Ottawa était le centre malgré le rôle majeur joué par les Russes dans ces processus de mise en garde. Les dirigeants occidentaux et la presse continuèrent à montrer les masses contre les Russes et non contre les comploteurs révolutionnaires dont la Russie était captive. Cette enquête publique exhaustive, qui serait normalement inimaginable, semble être due au fait que le premier ministre canadien de l'époque, M. Mackenzie King, bien qu'étant un homme politique rusé, était dans tous les autres domaines un homme simple, plus intéressé par la communication avec le monde des esprits que par toute autre chose. Quand il fut convaincu, grâce à la consultation de différents documents, de la véracité des déclarations d'Igor Gouzenko, il réalisa qu'elle révélait la situation la plus grave que le Canada ait jamais connue, et informa en hâte le président américain, le successeur de M. Roosevelt, et le premier ministre britannique d'alors, M. Clément Attlee, que la situation se présentait comme étant encore plus grave en Amérique et en Angleterre. À cette période, des preuves écrites par M. Whittaker Chambers démontrant que M. Alger Hiss était au centre d'un réseau soviétique au cœur du département d'État américain, était disponible mais ignoré par 2 présidents américains depuis 6 ans, et 3 ans plus tard, M. Truman allait publiquement rejeter ces histoires-là, les qualifiant de diversion. Les révélations relatives à M. Hiss et à ses partenaires s'ensuivirent au cours d'un procès qui fut le résultat exclusif des efforts d'individus patriotes, dont M. Richard Nixon, qui allait plus tard devenir vice-président pour extirper la vérité à un gouvernement récalcitrant et pour forcer sa divulgation. De nombreuses révélations suivirent l'affaire Hiss, démontrant que les départements du gouvernement américain avaient été noyautés par des agents soviétiques, et ce à tous les niveaux. Les documents traitant de cette époque et de ce sujet sont désormais trop nombreux, ne serait-ce que pour être résumés dans cet ouvrage, mais ils sont sans équivoque et pour la plupart officiels, bien que rendus publics laborieusement. En Angleterre, pendant les 6 années qui suivirent l'avertissement du Premier ministre canadien, rien ne fut fait pour régler la situation révélée par la plus haute autorité. Puis, en 1951, 2 fonctionnaires du ministre des Affaires étrangères, l'un d'entre eux
cadre supérieur et jeune homme, prometteur et tous deux des personnages connus qui avaient manifestement été protégés et promus au cours de leur carrière par quelques puissances alliées, disparurent soudainement. On sut qu'ils avaient fui en Russie, effrayés par une révélation similaire à celle qu'avait connue M. Hiss pendant 4 années supplémentaires. Les gouvernements britanniques, socialistes et conservateurs refusèrent toute enquête ou information publique sous le prétexte que toutes les recherches possibles sont en cours. Et puis en 1955, le ministre des Affaires étrangères britannique annonça tout à coup que les deux individus étaient suspectés d'avoir transmis dès 1949 des informations secrètes au gouvernement soviétique. Ils disparurent en 1951. Cette déclaration tardive n'avait rien de spontané. Elle fut extirpée du gouvernement britannique seule grâce au fait qu'à nouveau un Russe, Vladimir Petrov, de l'ambassade soviétique à Canberra, avait fui sa captivité et avait révélé que ces deux individus, Burgess et McLean, avaient été recrutés en tant qu'espions pour le compte des soviétiques au cours de leurs années d'études à Cambridge, 20 ans auparavant, 1930-1935. Séduire et capturer des hommes pendant leur jeunesse insouciante est la méthode sur laquelle les documents de Weishaupt et le protocole insistent. La carrière d'Algès Hiss en Amérique en offre une partie analogie. Immédiatement après cet aveu tardif émis par les ministres des Affaires étrangères, Burgess et McLean furent fièrement exhibés à la presse internationale basée à Moscou comme étant des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Et immédiatement après cet événement, les dirigeants soviétiques d'alors Khrouchtchev et Bulganin furent invités à participer à une visite officielle à Londres. Les révélations faites par Petrov déclenchèrent une enquête en Australie, la quatrième grande nation infiltrée, enquête menée par une commission royale composée de 3 juges de toutes les investigations. Seule celle-ci peut être comparée à celle qui eut lieu au Canada 9 ans plus tôt. Elle fut relativement approfondie et le rapport public 14 septembre 1955 spécifiait qu'à partir de 1943, l'ambassadeur soviétique à Canberra dirigea et géra un réseau d'espionnage en Australie. Il mettait également en garde contre les espions soviétiques qui continuaient à être infiltrés en Australie grâce à l'apport d'argent secret pénétrant dans le pays et en faisant passer pour des immigrants. M.R. Kayser, ministre des Affaires étrangères de l'époque, déclara qu'un nid de traite vivait parmi les serviteurs de la nation. Ces mots confirmaient ce que M. Mackenzie King avait déclaré 10 ans plus tôt, et au cours de cette décennie, aucune mesure véritable efficace ne fut prise dans chacun des 4 pays affectés ou affectés afin de remédier à la situation mortelle dangereuse qui avait été révélée. Une des raisons principales expliquant ceci réside dans le fait que toutes les enquêtes gouvernementales, parlementaires ou judiciaires, à l'exception d'une seule, induisirent l'opinion publique en erreur pour qu'elle ne l'informèrent en se focalisant uniquement sur la nation d'espionnage, qui représente en fait un élément mineur. Le fait que de grands pays essaient d'obtenir des informations via leurs espions et leurs agents sur des dossiers militaires et d'autres sujets que d'autres grands pays veulent conserver secret est généralement bien connu, si bien que les populations qui découvrirent l'étendue des captivités d'espionnage ne furent pas émues en outre mesure, cela relevant simplement, selon leur opinion, des responsabilités du contre-espionnage. Ainsi, les enquêtes détournèrent-elles l'attention publique de la situation réellement alarmante qui était rapportée. Il ne s'agit pas d'un simple vol de documents, mais du contrôle de la politique d'État à ses plus hauts niveaux qui fut obtenu par l'infiltration des pays occidentaux. Ce contrôle permit d'orienter les armes, les biens des richesses, les opérations militaires et le comportement des hommes politiques occidentaux durant de grandes conférences internationales dans une dynamique où ils produiraient un gain maximum en termes de territoire et de puissance militaire pour l'État révolutionnaire. Cette situation ne fut révélée qu'au cours du procès de Hiss et de nombreuses enquêtes et révélations annexes. Elles démontrèrent que la révolution disposait d'agents placés au sommet de la pyramide politique, d'où ils étaient en mesure de diriger la politique d'État et tous les efforts consentis par les nations. Chacun des 2 hommes transmit des documents secrets, mais il s'agissait de tâches minimes et secondaires, eu égard à leur œuvre principale qui consiste à élaborer la carte et la configuration de l'Europe
auxquels le monde fait aujourd'hui face. Les noms de M. Alger Hiss, M. Harry Dexter White sont inséparables de ce dénouement. M. Hiss, après son passage à l'université dans les années 30, progressa rapidement au sein du service public grâce à un certain appui, de la même manière que fit Donald Maclean dans l'administration britannique. Il fut dénoncé en 1939 comme agent soviétique par un camarade communiste qui prit conscience de ses responsabilités lorsque l'État communiste se joignit à Hitler pour attaquer la Pologne, et cette preuve fut ignorée pendant des années au cours desquelles deux présidents américains poursuivirent son avancement. À Yalta, il était en permanence aux côtés de M. Roosevelt, parfois durant ses entretiens particuliers à Staline, et l'abandon de l'Europe de l'Est à la Révolution ne peut être dissocié de son nom. Les révélations faites au sujet de ses activités pendant son procès rendent cette conclusion inévitable. Après Yalta, comme preuve de la confiance exceptionnelle placée en lui par le groupe international qui contrôlait les événements au cours de cette période troublée, il fut nommé premier secrétaire général des Nations Unies, qui virent ainsi le jour en avril 1945 à San Francisco sous la direction d'un agent de la Révolution. Le rôle décisif que joua Hiss à Yalta est illustré par quelques citations marquantes. À la veille de Yalta, M. Edward Stettinius, secrétaire d'État en titre, indiqua à son personnel que tous les mémorandums destinés au président et traitant des sujets qui devaient être débattus lors de la rencontre entre les trois grands devaient parvenir à M. Hiss avant le lundi 15 janvier. Ainsi, M. Hiss devint-il le responsable des recommandations écrites faites par le département d'État au président pour tout ce qui touchait aux questions abordées à Yalta. M. James Byrnes, un ex-secrétaire d'État qui participa à Yalta en sa qualité de directeur du bureau de mobilisation militaire et de reconversion, déclara, ouvrez les guillemets, de ce que j'en perçus, le président avait peu préparé la conférence de Yalta. Ce n'est que le jour où nous débarquâmes à Malte que je découvris que nous avions à bord des dossiers d'études et de recommandations très complètes préparés par le département d'État. Plus tard, lorsque je pris connaissance de certains de ces excellents dossiers, je regrettais grandement qu'ils n'aient pas été étudiés lorsque nous étions à bord. Je suis persuadé que l'incapacité à les étudier pendant le voyage fut due à la maladie du président. Ces documents préparés par des experts et des fonctionnaires du département d'État décrivaient une vision des relations à venir avec les soviétiques qui ne correspondait pas à la matière dont Roosevelt s'exprima à Yalta, ce qui est normal puisqu'il n'avait pas lu les dits documents. C'était en fait M. Hiss qui élabora la politique américaine à Yalta. Le Stettinius relate la présence de M. Hiss derrière le président pendant les conférences officielles et affirme que lui-même se consultait systématiquement Hiss avant et après ces discussions. Le rapport américain officiel, mais expurgé de la conférence de Yalta, fut apparemment rédigé